Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite des vidéos que j'avais commencé par rapport au codeur Dojo sur les concepts, je dirais, basiques de la programmation. Et donc l'idée ici est de faire une vidéo, une dernière vidéo un peu théorique avant de se lancer dans un projet de jeu vidéo en 2D. Mais avant de se lancer dans ce projet, je ne peux pas quand même donner quelques informations sur le langage de programmation que nous allons utiliser pour réaliser cet essai de jeu, qui est dans l'occurrence le langage C, ce qu'est un GPU, donc un Graphic Processing Unit, ainsi qu'une bibliothèque dédiée au pilotage de cette carte graphique, de ce processeur graphique, et qui s'appelle la Simple Direct Media Access Layer, version 2, écrite complètement aussi en C, ce qui justifie quelque part aussi le choix de ce langage. Alors, juste deux petits mots concernant le langage C. Il faut savoir que c'est un langage qui, il est vrai, est assez vieux, puisqu'il a été développé à la fin des années 1960, plus exactement 1968-1969, par deux messieurs appelés Brian Carnigan et Dennis Ritchie, que vous voyez ici en photo. Malheureusement, Dennis Ritchie nous a quittés en 2011. Et à la base, ce langage avait été écrit pour concevoir le système d'exploitation Unix, rien que ça. Et finalement, malgré les années qui ont passé, ce langage C n'a jamais vraiment été démodé. Il s'est décliné en plusieurs autres versions, notamment une des plus courantes qui est le C++, ou plus connu sous le nom de C incrémenté, ainsi que C Sharp, qui est quelque part, je dirais, le Java de Microsoft et qui permet, enfin qui est un des langages d'approche ou très utile pour programmer le framework .NET. Ces deux langages, ainsi que le langage C, comme nous allons le voir, sont toujours très utilisés de nos jours, je dirais sans doute par la force de la syntaxe peut-être du C, qui est une syntaxe mi-informatique, mi-mathématique et qui n'en reste pas moins très puissante. Et donc, comme je le dis ici, si vous regardez l'index TIOBE, donc qui est vraiment l'index des langages les plus utilisés dans le sens où c'est un site qui réfère un peu les différentes recherches qu'on peut avoir sur les différents langages, comme par exemple des recherches sur Stack Overflow ou des recherches sur Google, etc. Donc ils vont compiler toutes ces données et tenter de fournir un index sur les langages dont on parle le plus et qui semblent être le plus utilisés de nos jours. Et comme vous le voyez ici, en décembre 2020, le C obtient la première position à l'index TIOBE. Donc avoir quelques rudiments de C pour aborder la programmation est à mon sens quelque chose de pas du tout inutile. Juste comme dernière info aussi, puisque j'ai parlé de C Sharp, il faut savoir qu'ici on ne va malheureusement pas, ou certains diront heureusement pas, je ne fais pas de publicité pour un OS ou un autre, mais nous n'utiliserons pas Windows, mais plutôt Linux, simplement parce que Linux vient, je dirais presque nativement avec un compilateur C, puisque tout le noyau Linux est compilé en C, et donc il y a une très belle intégration, en tout cas une très bonne intégration entre Linux et le langage C, étant donné aussi que son prédécesseur Unix a lui-même été complètement conçu en C. Alors quand on attaque un nouveau langage, en particulier, bon, je vous ai déjà parlé du C++, donc il y a déjà des éléments qui sont connus. Il va falloir faire quand même quelques précisions par rapport à ce langage. Dans une vidéo précédente, je pense que c'était la troisième consacrée à l'algorithmique, j'avais dit que le C était un langage fortement typé. Alors quand on parle de langage typé, ça veut simplement dire que les variables qu'on va utiliser pour stocker de l'information vont devoir être définies dans un type de données particulier. Alors pour les plus jeunes ou moyens jeunes d'entre vous qui sont, enfin par rapport à moi on peut dire les plus jeunes évidemment, qui sont encore dans leurs humanités, vous avez sans doute vu qu'on pouvait classer ou en tout cas définir des ensembles de nombres. Par exemple, on a l'ensemble des nombres naturels qui contient en général les entiers positifs. Eh bien, ce fameux ensemble n existe en C et est référencé par le type unsigned int, c'est-à-dire entier non signé.
Et évidemment, ils sont généralement codés sur 4 bytes, et ça nous donne des valeurs assez impressionnantes, puisqu'on peut stocker des entiers qui valent plusieurs milliards en fait. Donc en termes de taille, on n'est pas vraiment très limité. L'ensemble Z, donc, qui représente les entiers positifs et négatifs, est représenté par le type int en C, et celui-ci peut aller moins 2 milliards 147 483 648 000 jusque plus 2 milliards 147 483 647, ce qui représente finalement la moitié de cet ensemble. Donc ici, on a simplement utilisé une technique qui consiste à considérer que le bit le plus élevé étant à 1 signifie que la valeur est négative, et que si au contraire il est à 0, et bien à ce moment-là, la valeur est considérée comme positive. Il existe également un ensemble, plusieurs représentations de l'ensemble des réels. Bon, les nombres réels, on les connaît, ce sont les nombres qui ne sont pas entiers, qui intègrent des décimales, etc. Et ici, on sait, il y a différentes manières de représenter un réel, puisque les ordinateurs sont quand même limités, la mémoire est limitée. Donc on a le float simple qui permet de représenter un réel sur 4 bytes, ce qui nous donne des valeurs allant de 1.2 multiplié par 10 exposant moins 38 à 3.4 multiplié par 10 exposant 38, ce qui est déjà pas mal en soi. Et puis nous avons les doubles, codés sur 8 bytes, donc une meilleure précision, et qui peuvent monter jusqu'à 2,3 exposant fois 10 exposant moins 308, donc on est déjà dans des grandeurs complètement folles. Et puis on a les langues double qui eux montent encore beaucoup plus loin. Et nous avons aussi un autre type qui n'est pas vraiment repris, je dirais, dans les cours de mathématiques des études secondaires, qui est le type byte, qui est un type purement informatique. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc c'est le fait de stocker en fait de l'information sur 8 bits, ce qui nous donne un byte, et donc des valeurs comprises entre 0 et 255. Et en C, ce type s'appelle char, simplement parce que c'est le type généralement utilisé pour stocker des caractères simples. Si on suit par exemple la norme ANSI, qui n'est autre qu'une variante de la fameuse norme ASCII qui permettait justement de définir un jeu de données pour représenter les caractères. Donc ça, ce sont des types simples dont on a parlé ici précédemment, presque des types littéraux. On peut également définir des types plus complexes. Enfin, ces types complexes sont supportés par le C, et par exemple, nous avons ce qu'on appelle les tableaux, ou encore les arrays en anglais. Donc ça se présente comme une espèce de pile, en fait, qui peut contenir plusieurs éléments du même type, adressables par un index. Donc si par exemple je veux stocker cette information, mon texte, je devrais probablement utiliser 9 variables de type char en C, ce qui n'est pas fondamentalement génial. Donc là, je vais simplement utiliser une variable A, et je vais lui donner un ensemble de mémoire indexable. Alors ici, j'ai choisi une mémoire indexable de 0 à 255. J'aurais pu prendre plus ou prendre moins, juste au cas où cette variable devrait contenir autre chose que mon texte. Et donc globalement, je vais me retrouver avec la variable A qui va occuper une adresse pour laquelle j'aurai la lettre M, et puis quand je vais me déplacer dans cette adresse, l'adresse plus 1, plus 2, par exemple j'aurai le N, plus 3 j'aurai un espace, plus 4 j'aurai le T du texte, etc. Et plus 9, eh bien, j'aurai le symbole 0, donc c'est le slash 0, ce qui indique vraiment un caractère égal à 0, et ce qui représente en C la fin d'une chaîne de caractères. Donc dans d'autres langages, par exemple comme le Pascal, on utilise en général, quand on représente une chaîne de caractères, le premier octet, le premier byte représente par exemple la longueur de la chaîne de caractères, ou les 2 premiers bytes représentent la longueur de la chaîne de caractères, ça dépend comme tout ça est codé. Le C, à mon sens, est beaucoup plus simple, puisque lui travaille simplement avec ce terminateur de chaîne, string terminated by 0. Et nous avions vu en C++ qu'on pouvait utiliser un opérateur assez intéressant qui était l'opérateur cout, qui gérait en fait un flux de sortie vers un écran,
En C, c'est un peu moins évolué, donc là on est obligé d'utiliser une commande qui s'appelle printf ou printformatted. Et donc cette commande va supporter plusieurs formats qu'il faudra préciser et qui vont nous permettre d'afficher en fait des variables. Donc ici on utilise la commande printf avec le format %s pour désigner que c'est une string, et à ce moment-là on va pouvoir sortir la valeur A. Alors on peut donner un tout petit exemple par rapport à ça. Donc si je fais ici dans ma méthode main A 255, donc ça c'est qui est égal par exemple à hello. Je vais prendre exactement le même exemple, et ici je pourrais faire un printf %s virgule A, ce qui devrait normalement jouer le même rôle que le fameux cout dans lequel on passait une chaîne de caractères hello world avec un endline, pardon. Voilà, donc ceci est un peu la même chose. Alors, précédemment, on avait vu que pour utiliser cout, on utilisait la librairie IOStream. Ici, comme on est en C classique, on ne connaît pas les streams, enfin en tout cas c'est pas direct. On utilise une bibliothèque très connue du C qui est la Standard Input Output ou stdio.h. Donc c'est le header quelque part qui va nous permettre d'inclure la définition de la fonction printf. Okay. Alors une fois que ça est réalisé, si je retourne dans mon système ici de compilation, je peux faire un gcc test.c-o test1. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Visiblement ça a compilé, et donc si j'exécute mon fameux test1, je me retrouve bien avec l'affichage de Hello World. Donc ceci c'est juste un petit rappel en fait sur la manière dont on utilise un compilateur C, et ce qui vous permet de voir cette fonction printf. Alors on va voir que cette fonction printf supporte différents formats. Si je veux afficher un integer par exemple, un entier, je vais utiliser %d. Alors %d, je sais pas, ça pouvait provenir de digit, enfin, c'est parfois un peu mystérieux, mais enfin bon voilà, il faut retenir les formats, et de toute façon il y a une documentation très bien fichue sur le langage C. Je vous donnerai quelques références en fin de vidéo. Un autre élément important à retenir, c'est que vous pouvez définir, donc ici on a des tableaux qui sont quelque part des espèces de piles qui sont parfaitement linéaires. On peut aussi définir des matrices. Donc ça c'est ce qu'on appelle un vecteur. Mathématiquement c'est un vecteur qui a une certaine dimension. Ici il aurait 255 dimensions, donc c'est quand même c'est assez conséquent. Et ici on peut utiliser évidemment des matrices. Donc par exemple, ça me rappelle un peu mes cours de candidature quand je faisais mes études d'ingénieur, où on devait résoudre par exemple en utilisant des algorithmes implémentés en C, on devait par exemple inverser des matrices 30-30. Donc là on pouvait définir des matrices float avec 30 colonnes, 30 lignes. Et donc il y avait toute une série d'algorithmes qui nous permettaient de soit résoudre un système d'équations de 30 équations à 30 inconnues, d'inverser des matrices, de faire des choses de ce genre. Voilà, donc le C reste quand même très puissant, même si c'est un langage très bien fichu au niveau des mathématiques. Il y a pas mal de bibliothèques définies pour le C. Maintenant, c'est pas non plus le Fortran. Voilà, ça reste un langage extrêmement généraliste qui vous permet de programmer à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça c'était pour un premier type complexe, donc les variables en tableau, qu'elles soient vectorielles ou matricielles. Et puis on a d'autres types complexes, je dirais, plus customisables, puisque c'est un terme à la mode. Donc ce sont des types que vous pouvez construire vous-même. Et donc pour ça, on a ce qu'on appelle les types structures. Donc
struct par exemple tag underscore point, hein, c'est un type que je définis et dans lequel je vais mettre, pour définir mon point, la coordonnée x et la coordonnée y qui sont toutes les deux entières. Alors le tag, ça ne veut rien dire, c'est juste le tag, hein, c'est le nom de la structure. Et je vais utiliser une autre commande très pratique du C, qui est typedef, et qui va me permettre de renommer un type en un autre. Hein, donc je ne peux pas utiliser, si vous voulez, point tout seul, je suis obligé d'utiliser struct plus le type customisé que j'ai fait. Donc si je ne passe pas par le typedef, je vais devoir chaque fois référencer mon élément de mon élément complexe, mon type de données complexe par struct quelque chose. Le fait d'utiliser typedef me permet d'assimiler le struct tagPoint à un type unique qui est point. Et donc l'écriture point A serait équivalente à struct tagPoint A. Le fait d'utiliser typedef permet d'alléger l'écriture. Et donc ici, c'est une façon d'initialiser évidemment ma fameuse structure donc, qui sera de type A et pour laquelle je vais placer 100 pour la coordonnée x et 100 pour la coordonnée y. Et là je peux utiliser par exemple printf pour afficher les coordonnées x et y de l'élément du point que j'aurai créé. Alors ces structures, bon, vous n'allez peut-être pas les utiliser vous tous les jours, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin de recréer des structures. Sachez que les concepteurs de bibliothèques C, utilisent à foison ce type de structure, et ce qui fait que le C supporte une variété presque infinie de types de données, même si à la base on a vu qu'on avait un certain nombre de types built-in assez limité pour essentiellement stocker des données, des données simples, je dirais. Donc ça c'est un premier point, hein, le type structure. Ceux qui ont fait un petit peu d'orienté objet vont tout de suite sentir qu'il y a des liens très forts avec les classes. Hein. Par exemple, dans une classe d'objet, en général, c'est aussi une structure dite active, parce que simplement on va définir des fonctions qui vont s'appliquer aux éléments contenus de la structure. Et donc là, on a une approche un peu plus orientée objet. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on va voir que l'orienté objet contient toute la complexité du C classique, plus toute une série d'autres éléments qui viennent s'ajouter au paradigme de programmation orientée objet, tels que le polymorphisme, l'héritage, et toutes ces petites joyeusetés qui ne feront que finalement alourdir le propos. Alors, un autre type de données très important en C, et qui parfois en fait la complexité même du langage, ou en tout cas fait que ce langage est considéré comme un langage parfois un peu compliqué, surtout par rapport à des gens qui débutent dans l'informatique et la programmation, c'est les types dits pointeurs. Alors un pointeur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'adresse mémoire d'une variable. Dans la vidéo précédente, où j'ai parlé, je pense, des architectures de von Neumann, j'avais parlé évidemment du fait qu'on avait dans un ordinateur un CPU, un Central Processing Unit, associé à une mémoire au travers d'un bus de données et d'un bus d'adresse. Et donc en fait, cette mémoire elle est représentée d'une manière logique par le kernel du système d'exploitation, hein, c'est-à-dire que même s'il y a plusieurs barrettes de mémoire, le système d'exploitation ne voit qu'une mémoire linéaire. Et ici, on a la possibilité en fait d'allouer de l'espace mémoire dans cette fameuse mémoire. Et vous avez parlé dans une vidéo précédente aussi, je pense une vidéo consacrée à l'algorithmique et notamment à l'utilisation des fonctions, qu'on pouvait allouer des éléments dans ce qu'on appelle la pile, et qui sont donc limite détruits automatiquement lorsqu'on sort du scope d'une fonction. Par contre, on peut allouer des éléments dans ce qu'on appelle le heap, et là, évidemment, on est dans un tas de mémoire qui appartient vraiment à l'application et qui, lui, persiste après que le scope de la fonction qu'il est initialisé ait été éliminé. Donc à partir du moment où on est sorti de ce scope.
Et donc ici, une façon autre de créer un entier, c'est d'utiliser simplement l'opérateur étoile qui va indiquer que ma variable n'est pas une variable entière qui contient une valeur entière, mais bien l'adresse d'une variable entière. Et là, je vais assigner évidemment à cette adresse un élément de mémoire qui va être réservé par le système d'exploitation et dans lequel donc cette allocation se fait par une fonction du C qui s'appelle malloc et qui est d'ailleurs contenue dans une bibliothèque particulière, je pense qu'il est stdlib, donc la standardlib.h, et qui va nous permettre de faire des allocations mémoire. Et comme je fais une allocation mémoire d'un type par exemple qui fait 4 bytes, puisqu'on a dit que le type int pouvait être codé en 4 bytes, il va falloir que je passe la taille du type. Et pour ce faire, je vais utiliser une autre fonction du C qui s'appelle sizeof et qui va me permettre de calculer cette taille pour m'attribuer, si vous voulez, une zone mémoire de la taille définie. Et donc ici, quand je voudrais écrire A égale 100, je ne vais évidemment pas écrire A tout seul égale 100, puisque j'ai défini un pointeur sur cette zone mémoire. Donc écrire A égale 100 reviendra à changer l'adresse de la mémoire, ce qui est une violation directe des zones mémoire attribuées par les systèmes d'exploitation, et ce qui peut se traduire par l'élimination ou la suppression de l'appli qui essaye d'écrire dans un segment qui ne lui est pas réservé. Donc je vais devoir référencer par le petit symbole étoile cette fameuse variable en lui disant tu écris dans l'adresse pointée par l'étoile, donc l'adresse de A, tu vas lui écrire, tu vas lui attribuer la valeur 100. Et donc on peut faire ce petit exemple ici, on peut afficher, donc le %p vous permet, c'est un format qui permet d'afficher des pointeurs, donc des adresses mémoire, généralement en hexadécimal, et le %d va afficher le contenu de la mémoire. Il ne faudra pas évidemment oublier de faire un petit free par rapport à la mémoire qu'on aura assignée, donc on lui donne l'adresse, on lui demande de la libérer, parce que sinon vous allez garder cette mémoire allouée dans le heap, donc dans le tas de mémoire. Et par exemple, si vous faites un appel de fonction récurrent à une fonction qui alloue des éléments en mémoire heap, si vous oubliez le free, et ben après un certain nombre d'appels, vous aurez complètement saturé le tas et vous aurez plus de place dedans. C'est ce qu'on appelle un memory leak. Et ça, c'est quelque chose de très souvent vu dans des applications qui consomment beaucoup de mémoire. Vous faites de la photo, de la vidéo, des choses comme ça, évidemment, si vous oubliez de refermer ou en tout cas de libérer une allocation de mémoire, ça peut poser problème, mais aussi par exemple sur des applications internet, si vous développez des extensions de sites web écrites en C, c'est peut-être pas le langage le plus adapté pour ça, mais si vous oubliez un free à un endroit, à un moment donné le site web il va finir par plus répondre parce que vous aurez complètement flingué la mémoire qui lui était attribuée. Alors on peut voir un petit exemple rapide pour manipuler ce genre de choses. Donc ici j'ai dit que je peux créer un pointeur et je vais dire que ce pointeur, je vais lui allouer une mémoire qui vaut le sizeof du type int. Alors il ne faut pas oublier ici d'inclure normalement stdlib, parce que si je l'oublie, ça risque de pas bien marcher. Et donc ici, je vais me permettre d'écrire ceci, donc A égale 100. Le contenu de l'adresse, celui-ci va me renvoyer une adresse logique en mémoire, d'une certaine taille, qui va contenir un certain nombre d'octets. Et ici, je vais pouvoir afficher, par exemple, voilà, %p, %d, et je vais simplement lui dire tu m'affiches A, donc %p c'est pour l'adresse, et D c'est pour le contenu évidemment de l'adresse. Voilà, donc c'est le contenu du pointeur d'adresse en fait. Donc si je fais ceci, normalement, ici j'ai utilisé Visual Studio Code, je ne m'amuse pas trop avec VI parce que c'est un peu lourd. Et si je fais ceci, il s'est cassé la figure parce que qu'est-ce qu'il a comme problème?
Il n'a pas l'air d'aimer ça, c'est un peu étrange. J'aurais oublié un conflicted type. Ah oui, je crois que j'ai compris ce que j'ai fait. Oui, parce qu'effectivement, j'ai déjà utilisé le A, donc ici il faut utiliser B. On peut faire exactement la même chose ici, désolé. Voilà. Et donc maintenant, si je reviens ici, que je fais ceci, ça fonctionne. Test 1. Qu'est-ce qui m'affiche? Rien du tout. C'est assez étrange. Alors, ah mais si, voilà, pardon. Donc ici, j'ai bien l'adresse mémoire. Hein. Donc 0x, c'est simplement une indication, c'est de l'hexadécimal. L'adresse mémoire commence vraiment ici, jusque B0, de 55 à B0. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où je me trouve dans la mémoire. Et ça, c'est le contenu, comme demandé, c'est le contenu de la mémoire. Voilà. J'aurais peut-être dû ajouter un petit n ici, hein, pour lui dire d'être un peu plus clair et de m'afficher quelque chose qui tient un peu mieux la route. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc voilà, ça c'est une utilisation basique et typique des pointeurs en C. Et évidemment, j'ai oublié le free, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Free B dans ce cas-ci. Parce que si je le fais pas, eh bien, bon, si je lance le programme, c'est pas très grave, parce qu'une fois que le programme est mort, bah, automatiquement le programme est détruit, toutes ses ressources sont désallouées. Si maintenant le programme tourne en boucle, je vais avoir très rapidement des problèmes de saturation de mémoire. Donc voilà. Ça c'était pour les pointeurs. Alors l'utilité des pointeurs, bon, on va voir que les pointeurs ont quelques utilités et sont très pratiques en C. Alors je fais un rappel rapide. Quand on passe des arguments à une fonction, on a deux manières de passer ces arguments. On peut les passer par valeur, donc on va simplement placer dans la pile la valeur d'une variable, ou carrément la valeur d'un type complexe. Hein, donc tous les attributs de ce type complexe sont stockés dans la pile. Et on va simplement dépiler dans une variable locale de la fonction le contenu de la pile et travailler dessus. Alors ce passage par valeur, ça veut dire que si vous modifiez l'élément qui a été passé dans la pile, bah, il n'y a aucune incidence sur la fonction parent qui appelait, si vous voulez, cette fonction. Puisque cet élément a été copié, donc il n'est absolument pas modifié dans l'appel de fonction originale, dans l'appel de fonction parent. Une autre façon de passer des arguments, c'est de les passer par adresse. Le langage Pascal, par exemple, vous permet un passage en utilisant var. Visual Basic, par exemple, utilise la notation byref. Hein, bon, voilà. Alors en C, le C ne reconnaît qu'un seul type de passage, c'est le passage par valeur. Et donc par exemple, si j'écris ceci en C, bon, je ne vais pas m'amuser à le faire ici, on pourrait. Eh bien, ceci me dit, bah voilà, j'ai une fonction main, je place la valeur 100, j'appelle ma func récupère la valeur donc 100, va l'incrémenter, donc je vais me retrouver ici avec un 101, et quand je quitte évidemment la fonction, bah, tous les éléments construits là dans la fonction sont évidemment rendus au système et sont détruits quelque part. Donc quand je reviens ici, le A auquel je fais référence, c'est absolument pas le A qui est là, mais c'est bien le A initial qui valait 100. Et donc la sortie de ce code va me donner 100. Alors bon, si vous ne me croyez pas, on va utiliser peut-être, on peut faire la fameuse fonction void mafunc. Je fais int, pour compliquer les choses, je vais l'appeler C. Pour qu'on puisse un peu s'amuser, je vais faire C++, voilà. Et c'est d'ailleurs le cas de le dire. Donc je fais int C égale 100, je fais un appel à ma func C, et là si je fais un printf %n %d %n virgule C, je vais me rendre compte que la valeur passée, normalement, est bien la valeur 100. Et il restera la valeur 100 à l'affichage. Donc voilà. Donc là, l'incrémentation, ici, n'a aucun impact sur ce qui a été défini ici.
simplement parce que elle a été copiée dans la pile. Cette valeur 100 a été copiée dans la pile, récupérée par une variable qui s'appelle c, mais qui est une variable locale à la fonction, donc qui n'a rien à voir avec le c ici défini dans parent. Et donc une fois que la fonction est terminée, voilà, l'impact sur la copie est perdu. Donc ça, c'est un premier type de passage de paramètres. Le C ne reconnaît que celui-là, sauf si j'utilise un pointeur. Parce que si j'utilise un pointeur, je vais passer l'adresse de cette fameuse variable. Et donc là, effectivement, ça va être très différent parce que dans la pile, ce qui va être copié, c'est pas la valeur, mais c'est l'adresse. Et ici, si j'incrémente le contenu de l'adresse de cette variable, eh bien à ce moment-là, je vais me retrouver avec une adresse modifiée. Donc quand je vais sortir de la fonction, le contenu de l'adresse a été modifié. Et donc là, je vais me retrouver avec 101. Et donc on peut faire un exercice de manière très, très facile. Si ici, pour compliquer les choses, je vais l'appeler D, je vais passer l'adresse de D, l'adresse de D, et ici je vais simplement lui dire tu me passes le contenu de D, et ici bien sûr je vais l'appeler, je vais utiliser un pointeur. Alors faites très attention ici, ça c'est ce qu'on appelle une post-incrémentation. L'incrémentation est un opérateur, et ces opérateurs ont des priorités. Donc écrire par exemple ceci va poser un sérieux problème parce que l'opérateur plus va porter sur C. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va incrémenter l'adresse et puis il va prendre le contenu. Ce qui évidemment n'est pas du tout ce qu'on recherche. Alors la meilleure solution pour ça, c'est de lui dire ok, tu fais un plus, tu fais une incrémentation sur le contenu de cette adresse. Et là, ça marchera beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la post-incrémentation. Enfin, ce qu'on a vu en premier, c'était la post-incrémentation, et ça, c'est ce qu'on appelle la pré-incrémentation. Il faut faire très attention, parce que dans ce cadre-là, l'ordre des opérateurs est très très important. Ici, on incrémente bien ce qui suit, c'est-à-dire le contenu, l'étoile, qui représente le contenu de l'adresse C. Si vous le mettez après, c'est simplement, vous dites, OK, vous pourrez faire ça, ça veut dire qu'après, vous incrémentez l'adresse, quoi. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire, et pour dire que le C n'est pas toujours hyper intuitif, mais parfois peut être un peu touchy. Alors ici, il n'est pas content. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Ah oui, c'est normal. Oui, donc là j'ai bien passé, ceci c'est un opérateur qui s'appelle l'opérateur adresse 2, on verra qu'il a plusieurs sens, c'est un opérateur et, dans certains cas de figure il est utilisé comme opérateur et, dans certains cas de figure il peut être utilisé comme opérateur et dans l'évaluation d'une condition, et dans ce cas de figure, dans le cas des pointeurs, il est utilisé comme opérateur adresse 2. Donc cette variable a été définie en dur, comme étant, donc c'est pas un pointeur, ça c'est une vraie variable classique, une variable entière classique, mais je passe l'adresse de cette variable, donc ampersand d, et dès que je lui passe l'adresse, et donc ici ce que je vais afficher, la vraie valeur réelle, si vous voulez, c'est une valeur, la vraie valeur, c'est une valeur entière, donc je n'ai pas besoin de passer le contenu de 100, ça veut rien dire du tout. Là, ça serait le contenu de 101, alors qu'ici, ce que je veux, c'est afficher la valeur. Voilà. Donc il y a moyen de se perdre un peu facilement quand on programme en C. C'est parfois un peu... Et donc là, je vois bien que la valeur affichée n'est plus la valeur 100, mais bien la valeur 101. Et je vous ai dit, pour corser un peu le truc, j'ai même donné deux noms différents aux variables, comme ça on est vraiment bien sûr que ce qui est passé, c'est bien l'adresse de la variable. Voilà, donc ça c'est un petit aspect intéressant des pointeurs, ça permet de faire ce genre de passage.